mesdames, messieurs, bienvenue, merci d'être venus, malgré une compétition féroce ce matin. Donc je me rends compte de la responsabilité de quand même encore pouvoir vous amener jusqu'au déjeuner. Donc aujourd'hui, c'est la 3e conférence d'une série sur les nouvelles astronomies. En vérité, les astronomies qu'on a présentées jusqu'alors, la lumière, les météorites, c'est des astronomies qui ne sont pas tellement nouvelles. Et les rayons cosmiques, même si on les observe maintenant un tout petit peu plus de 100 ans, sont effectivement devenus une vraie nouvelle astronomie depuis 4-5 ans. Et j'essaie de vous montrer ça. Donc c'est quoi un rayon cosmique? Bon, en vérité, c'est pas grand-chose d'autre qu'une toute petite météorite. Hier, Alexandre vous a parlé des météorites, des cailloux qui nous tombent dessus, qui portent toute cette information merveilleuse qu'elle vous a donnée ici, hier. La seule différence, c'est que c'est de la matière ionisée, donc il n'y a pas de cortège électronique, c'est des noyaux. Et puis, il y en a énormément, beaucoup plus encore que les poussières qui nous tombent dessus, les poussières météoritiques. Quand vous regardez le nombre en météorites, il paraît, peut-être c'est 30 000 par an, j'ai trouvé un chiffre entre 18 et 80 000 par an, si c'est plus que 10 grammes, c'est très, très discutable, je crois que moi on a une pierre. Non, je ne pas. Non. Il ne dit rien. Donc qui se tait, hein, il donne son accord, comme dans les mariages. Donc peut-être 80 000 par an, et ça représente 30-40 000 tonnes par an. Les rayons cosmiques, il y en a bien plus, il y a 4, selon l'activité du Soleil, 2 à 4, peut-être par centimètre carré et seconde, qui tombent sur le haut de notre atmosphère. Si on intègre ça sur une année, sur toute la surface de la planète, c'est 10 puissance 26. C'est un peu beaucoup. La plupart, c'est que des protons, il y a 10-15% d'hélium, et une toute petite fraction de noyaux encore plus lourds, jusqu'au fer. Et donc, si on intègre ça, ça fait quelque chose, certainement moins que 500 grammes. Vous êtes sûr si vous dites moins d'1 kilo. Donc voilà, tout est dit pour les quantités de ces petits cailloux qui nous tombent dessus. Il y a énormément, mais ils pèsent que dalle. Comment pouvez-vous en être sûr que des phénomènes comme ça existent? Il y a un parrain de cet événement que vous pouvez voir si vous partez à haute latitude, les aurores boréales. Ce n'est pas proprement dit du rayonnement cosmique, mais c'est des particules qui proviennent essentiellement du Soleil et qui se précipitent surtout dans les cornets polaires sur l'atmosphère. Là, ils peuvent entrer le long des lignes du champ. Et puis, ça produit un phénomène qui ressemble finalement à ce qui se passe dans les néons en arrière de la salle. Il y a un gaz ténu, il y a des particules chargées qui passent à travers et qui ionisent. Pour le vent solaire qui arrive sur l'atmosphère, c'est comme ça. Et sur les rayons cosmiques, c'est comme ça aussi, mais il y en a beaucoup moins, même s'ils sont beaucoup plus énergétiques. Les rayons cosmiques viennent pas du Soleil, ils viennent de l'extérieur. Sinon, vent solaire, rayons cosmiques, c'est juste des particules chargées, des baryons, c'est rien d'ésotérique. Qu'est-ce qui se passe quand on passe à travers l'atmosphère ou un détecteur? On ionise. Ça brûle dans le volume, si vous voulez, vous enlevez les électrons en partie ou complètement d'un atome. Donc ça donne comme un petit tunnel ionisé dans un détecteur. Et dans l'atmosphère, bien sûr, s'il y a assez de ZAP, ça fait des longs tunnels ionisés, c'est-à-dire des atomes, plutôt des molécules d'azote et d'oxygène qui manquent des électrons. Et quand ces électrons reviennent sur les atomes, on appelle ça la recombinaison, ça donne cette lueur qui illumine, c'est une métaphore, mais c'est le même phénomène, le fond de la salle. C'est exactement comme ça que marche aussi la plupart de ces lampes économiques aujourd'hui.
Bon, donc ça c'est le phénomène. On peut en avoir une idée, comment est-ce que c'est pas du tout ésotérique. Seulement, quand est-ce qu'on se rend compte que ça existe? Ah, merci pour éteindre totalement, on n'a plus besoin. C'est un peu plus de 100 ans, 1913-14, que M. S fait des ascensions avec son ballon jusqu'à 5000 mètres. Il utilise un électroscope, c'est un peu un précurseur du compteur Geiger pour voir l'ionisation d'un gaz, de l'air, et il se rend compte que, contrairement à ce qu'on pensait, en s'éloignant de la radioactivité de la Terre, on devrait voir de moins en moins de rayonnements ionisants. Contrairement à ce qu'on pensait, d'autres ont essayé avec la tour Eiffel, c'était pas assez loin. Contrairement à ce qu'on pensait, ça ne diminue pas, mais au contraire, ça augmente. Il y a de plus en plus de particules ionisantes qui arrivent quand vous montez dans l'atmosphère, même à 5000 mètres. Moi-même, j'ai longtemps, je me suis baladé longtemps avec un compteur Geiger pour les vivre un peu. C'est un petit appareil qui fait la même chose que fait Monsieur S. Là, je fais une ascension dans les cabines du Pic du Midi. La courbe bleue, c'est l'altitude. Vous voyez, il y a un tout petit peu plus. À Toulouse, il y a la barre bleue, là. Et donc, on arrive de 0,11 à 0,16 microsieverts par heure. C'est ridicule. Bon, je me suis essayé au Mont Fuji, un tout petit peu plus concluant. Mais bon, après, si vous prenez un vol stratosphérique, là, avec juste un vol Francfort-Tokyo, par exemple, ben là, ça change. Ça va de 0,11 à 2, 3 microsieverts. Ce qui est de multiplier facteur 30, voire 50, la dose que vous avez au sol. Pour comparer, ce que ça vous a fait, c'est en logarithmique, hein, à gauche, les doses, c'est le Pic du Midi, et en haut, vous avez le vol à 10, 11, 12 000 mètres. Donc on prend beaucoup quand on fait des vols, effectivement, les pilotes, le personnel d'accompagnement, ils ne portent pas des badges comme les filles qui vous font la radio à l'hôpital, mais ils sont surveillés exactement pareil parce qu'on sait exactement ce qu'ils prennent. Aujourd'hui, on peut très bien calculer ça, mais c'est ces personnes qui sont exposées. Si vous êtes fier d'avoir une carte Platinum chez Air France, soyez un peu moins fiers parce que vous êtes vachement exposés. C'est comme par hasard, vous proposez une fois à un pilote de mettre les microsieverts que vous prenez par vol sur l'extrait de compte de Flying Blue, hein, les gens se calmeraient un peu. Mais pour des raisons évidentes, on ne le fait pas. Mais ils l'ont, parce qu'ils les mettent sur le compte exposition de chaque hôtesse de l'air, chaque pilote. Donc quand on va en haut, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup il y en a plus? Et c'est parce que ça vient du haut. C'est déjà M. S qui s'est rendu compte. Il doit avoir un rayonnement extrêmement intense qui arrive en haut de l'atmosphère, et en interagissant avec l'atmosphère, faisant des collisions, ça fait des particules secondaires, des collisions inélastiques. Et donc ça fait toute une douche de particules, des pions, des pi zéros, des électrons, des positrons, des neutrons, des muons, qui vont jusqu'au niveau de la sol, des neutrinos. Toute une douche, toute une physique d'accélérateur de particules. Bon. Quand je veux les mesurer, il me faut donc un instrument qui est capable de se rendre compte que ça vient du haut. Un simple compteur Geiger, il peut aussi bien prendre un rayonnement du haut, effectivement, et faire son petit clic, mais ça peut aussi bien venir de la radioactivité du sol, faire le même clic. Donc si vous avez des clics dans un compteur Geiger, ça ne vous dit pas d'où c'est venu. Nous avons, pour les non-parisiens, à Toulouse, fait une exposition aux abattoirs avec un artiste qui s'appelle Céleste Porcino, qui nous a d'ailleurs après représenté à la Biennale de Venise, et qui a mis cette œuvre d'art, on peut dire, qui s'appelle Averse dans les abattoirs, c'est un musée d'art contemporain, et qui est composé d'une batterie en inox, et derrière, c'est un télescope à muons. Donc, un télescope à muons,
ces deux détecteurs, et quand la particule passe par les deux, il y a une pluie qui s'abat. Donc, on peut dire qu'il y a deux détecteurs. S'il y a de la simple radioactivité, ici un proton, une particule alpha, ça fait cliquer un seul des deux détecteurs, la douche ne part pas. Par contre, si un muon passe par les deux sont déclenchés en coïncidence, la logique dit attention, muon, et la douche part. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a lié là une douche d'eau qui fait tout un bazar quand ça tombe sur les cymbales et les caisses claires, hein, avec le passage d'un vrai muon dessus. Donc pour ces mouvements, on n'a pas triché. Bon, ça, c'est bien sûr pas tout à fait la façon que nous utilisons pour détecter les rayons cosmiques. Mais quand même, ça nous donne une idée de ce que c'est, et la métaphore à côté. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon directe, il faut aller au-delà de l'atmosphère avec un détecteur spatial sur un satellite, et comme ça, on a les rayons cosmiques primaires. Ou alors, on se met au niveau du sol, et on regarde toutes les secondaires. Cette douche que les Français appellent une gerbe. Non, demain de fête, ça peut aller, mais normalement, c'est pas vraiment, c'est pas très chic, donc ça serait mieux de dire une douche. Comme les Anglais, shower, air shower. Donc, cette gerbe, c'est toutes ces particules secondaires qui font quelque part un maximum, et après, ils commencent de plus en plus à être éteints, mais au niveau du sol, il y en a toujours. Donc, on peut effectivement se mettre au niveau du sol avec un détecteur de surface, par exemple une grande piscine avec des photomultiplicateurs dedans, qui font un petit flash quand le muon passe. On peut aussi se mettre souterrain, là on en aura beaucoup moins. On peut aussi voir les neutrinos souterrains, qui sont une conséquence de la collision du rayon cosmique de ultra haute énergie dans ce cas-là, et qui produit dans cette gerbe aussi des neutrinos atmosphériques. Ensuite, toutes ces particules, quand ils traversent avec une vitesse superluminale pour l'atmosphère, pas absolue, plus vite que la vitesse de la lumière dans l'atmosphère, ça fait de la lumière Cherenkov. C'est ce cône ici que vous pouvez voir avec un télescope normal. C'est de la lumière visible ultraviolet, et ça peut détecter des particules qui meurent quelque part dans l'atmosphère. Et puis on peut aussi voir la fluorescence, un tout petit peu ce qui se passe dans les tubes néons, parce que si ces particules ionisent l'atmosphère, la recombinaison qui s'ensuit, l'aurore boréale si vous voulez, la lumière néonique, cette recombinaison des électrons avec leur noyau, ça produit une petite scintillation de lumière à des longueurs d'onde très précises, et ça peut être vu par des détecteurs ici de fluorescence. Donc il y a différents types de fluorescence, surface, Cherenkov, qui peuvent détecter au sol. Et quand on regarde maintenant tout ce que ces détecteurs côte à côte ont réussi de faire, voilà une vraie beauté. C'est s'il fallait faire des miracles, les 7 miracles de la physique, ce serait certainement une des mesures qui aurait une place tout en haut, parce que c'est sur une énorme étendue. C'est 12 ordres de magnitude en énergie et 32 ordres de magnitude en dynamique. Et donc c'est en bas les mesures satellites, donc en bas je veux dire en bas de l'échelle énergétique. Ensuite, de plus en plus, des détecteurs de surface, et à la fin, des détecteurs de fluorescence. Donc c'est tous ces détecteurs que je viens de vous montrer. En principe, je devrais montrer ce spectre comme ça, pour vous vous rendez compte que ça c'est vraiment 10 puissance 12, c'est 1000 milliards. Et sur toute cette longueur, le spectre se comporte d'une manière assez contrôlée. Il part avec une pente qui est plus ou moins d'énergie puissance moins 3, essentiellement. Il y a un genou, il y a une cheville,
Et il y a ce qu'on appelle la modulation solaire. Le champ magnétique du Soleil nous protège un tout petit peu à toute basse énergie et coupe clairement quelque chose qui aurait sinon continué comme ça. Ça, c'est l'influence du solaire, une particule centimètre carré seconde à peu près. Et puis ça monte, au genou, c'est encore une particule par mètre carré et par année. Et à la cheville, c'est une particule par kilomètre carré et siècle. C'est impressionnant. Donc on peut maintenant se demander comment on peut faire marcher un processus sur toute cette longueur. Ça doit être extrêmement universel. Donc on pense que, bon, il y a effectivement le Soleil en jeu, il y a des supernovas, et très, très haut, on va reparler de sacrement des noyaux de galaxies actives. La personne qui a levé le mystère sur ce phénomène, qui doit être donc universel sur toute cette gamme d'énergie, c'est un certain monsieur Fermi, qui a compris que dans le milieu interstellaire, il peut y avoir des chocs de champs magnétiques. Les champs magnétiques sont omniprésents dans le milieu interstellaire. Et donc, on peut les assimiler, je le ferai dans une seconde, on peut les assimiler naïvement comme des raquettes de tennis, ou ce vieux breakout, ce jeu vidéo ping-pong, hein, où la balle passait, bon, ceux de ma génération connaissent bien, la balle passe entre les deux briques, et puis il fallait casser des murs. Là, on ne casse pas des murs, la particule arrive sur, disons, un mur fixe, il part avec la même vitesse, il est réfléchi élastiquement, mais le deuxième mur, là, il avance avec une vitesse delta U, et donc il va transférer une partie de son énergie négligeable, parce que c'est un mur, à cette particule qui va accélérer. Et si vous imaginez maintenant ça en amont et en aval d'un choc, et la particule peut traverser X fois la frontière entre ces deux milieux. Donc là, il y a un choc, par exemple, d'une supernova qui amène un vent rapide. Il y a le choc, c'est un peu comme dans l'évier de cuisine, quand le faisceau de votre robinet rentre sur les mailles. Okay. D'abord, ça donne un flux très rapide, et un peu autour, il y a comme un cercle, il y a un onde de choc. Et avant, ça va vite, après, ça va moins vite, voire turbulent. C'est un peu ça. Là, ça arrive vite, et après un certain moment, le reste du milieu freine, il y a un choc ici. Et si la particule traverse ce choc en allant faire des allers-retours, parce qu'une particule chargée dans un champ magnétique est déviée, force de Lorentz, donc elle fait des spirales, elle traverse ce choc, et chaque traversée, elle gagne de l'énergie. Donc ça, c'est l'idée. Ça mène à un processus qui, avec toutes les pertes, combien spectre, comme on l'observe à peu près, qui descend avec plus que -2. Et puis ce spectre coupe quand le rayon de gyration surmonte la taille de ce choc. À certains moments, comme ma grand-mère disait, chaque saucisse a une fin. Question ouf. Donc on peut imaginer ça dans une onde, cette onde de choc dans une supernova. Donc c'est les raquettes de tennis qui sont là, ces inhomogénéités dans le champ magnétique. Ça, c'est l'accélération de Fermi. Et c'est comme ça que nous commençons maintenant vers cette astroparticule, en regardant maintenant les rayons cosmiques plutôt de très haute énergie. Donc, tout au bout de ce spectre là-bas. La première de ces particules, il était vu en 1972, oui, à Volcano Range. Donc c'est dans le Nouvel-Mexique. John Lindsley et notre ami Emilio Scarsi, qui est un ami de certains d'entre nous, bien à Toulouse, qui ont découvert un événement avec des détecteurs de surface. Là, John Lindsley est en train d'enlever un rattlesnake, c'est quoi, un siffleur, comment ça s'appelle, un serpent, sonnette là, qui se cache là sous un de ces détecteurs, ce qui est sous le tasse
c'est un détecteur. C'était encore assez astronomie gersoise. Donc il y avait plein de ces détecteurs, et vous voyez le nombre de muons que ces détecteurs comptaient. Ce type de détecteur, c'était comme une maille, une matrice, et vous voyez qu'on pouvait voir que ces secondaires de cet événement atmosphérique, de cette grande gerbe atmosphérique, ont produit jusque 1400 coups dans un de ces petits réservoirs d'eau avec un photodétecteur dedans. Et donc, ça diminue vers l'extérieur. Quand on a essayé de trouver l'énergie associée de cet événement, on a eu un tout petit peu peur. C'était 10 puissance 20 électronvolts. Ça ne vous dit pas grand-chose? Certains, oui. Si vous avez ce spectre-là, un moustique en vol, ceux qui vous embêtent, c'est nuit, ils ont 10 puissance moins 12 hein, quand ils vous voient pas et ils rentrent en collision. 10 puissance 12, pardon. C'était pour dire c'est très très peu. Et je me suis trompé, c'est 10 puissance 12 électrons. La plus grande machine de la Terre, le LHC, il produit 10 puissance 14. Et quand on fait la collision de protons en antiprotons, donc tourne sur le cercle dans des directions opposées, on peut arriver jusqu'à 10 puissance 17 avec cette machine dans le référentiel des particules. Mais vous voyez, 10 puissance 20, c'est encore autre chose. C'est horriblement plus. D'ailleurs, vous vous souvenez, Thomas m'a déjà tout de suite fait la remarque, souvenez-vous quand ils ont voulu mettre en route le LHC, les gens ont dit attention, surtout pas allumer, ça produit des mini trous noirs, et ensuite il y a les banques suisses qui disparaissent dedans, et puis le reste vous après. Bon, s'ils avaient su que nous sommes bombardés par des centaines de particules par kilomètre carré et par année, par des 10 puissance 17, ils ont dit, bon, si ça avait lieu, dans l'atmosphère, on l'aurait su. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop hésité de l'allumer. Mais maintenant, 10 puissance 20, à quoi ça correspond? Donc la plus grosse machine que l'humanité a pu faire jusqu'alors, fait 10 puissance 17. Si on triche un peu, en vérité, il fait 10 puissance 14. Bon, mon compatriote Fed, il fait des services à 200 km/h avec une balle de 50 grammes. Prenez le nombre d'Avogadro, vous multipliez ça, c'est quelques 10 puissance, ça a disparu là, 27, 10 puissance 28, 24 particules, quelque chose comme ça. Donc un nombre absolument faramineux de particules qui se baladent à 200 km/h. Ceux qui sont plutôt dans la boxe, vous pouvez imaginer Mike Tyson qui vous allonge une droite. C'est pareil. C'est ce qu'un humain peut mettre dans sa main s'il se met vraiment, s'il s'entraîne bien. Ça, dans une seule particule, je ne sais pas si c'est un proton, un noyau de fer. Donc ça, c'est un peu effrayant. Donc on va maintenant parler un peu de ces UHCR, c'est rayons cosmiques de ultra haute énergie, et voir leurs vertus, à part, et bien sûr, en eux-mêmes être des mystères. Il faut savoir qui les a produits, d'où viennent-ils. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout la façon qui se propage, parce que toute particule, on vient de le dire, va se faire dévier par les champs magnétiques. J'ai mis au fond, là, une chambre de Wilson, champ magnétique, les particules, ils font de jolies gyrations, des pirouettes, parce que le champ magnétique va les dévier. Comme dans vos vieux postes, souvenez-vous, vos vieux postes cathodiques, les champs électriques et magnétiques faisaient balayer à ces électrons l'écran 25 fois par seconde. Donc on peut, avec un champ électrique et magnétique, faire bouger une particule. Donc, si ces particules sont déviées, on ne peut pas faire de l'astronomie avec. Sauf si leur rayon de gyration est tellement grand que ça ne joue plus de rôle. Donc la déviation θ, c'est la distance parcourue divisée par le rayon de gyration. Et on peut dire, pour ces quantités-là, 1 mégaparsec, 3 millions d'années-lumière,
et un champ magnétique de 10 puissance moins 9, un nanogos, et une de ces particules de quelques 10 puissance 20 électrons va faire seulement une déviation d'un dixième de degré. Donc si vous voulez aller à 10 mégaparsecs, ben, ça va faire 1 degré. Si vous avez des particules par contre qui sont en 10 puissance 21, on a déjà vu, ben, ça fait que avec les mêmes paramètres ici, 30% d'un degré. Donc on peut commencer à faire de l'astroparticule. Et bien sûr, c'est exactement de ça que je vais vous parler. Donc, pour le dire avec d'autres mots, si vous avez une supernova qui explose et qui vous fait un proton à basse énergie, il est enroulé comme le spaghetti dans votre plat. Il ne vous dira plus d'où il est venu. Tandis que si il y a une autre source bien plus énergétique qui vous envoie un proton de 10 puissance 20 électronvolts, ben, il va tout droit. Il a une telle frite que les champs magnétiques de quelques nanogos ne lui feront plus rien. Bon, plus rien, bien moins. Et donc c'est ça le début vraiment de l'astronomie des particules. L'astroparticule, comme certains disent. On va maintenant regarder comment on les détecte effectivement. Donc, je reviens sur ce schéma où on voit notre détecteur. Et il s'agit donc de caractériser ces gerbes pour aussi extraire l'énergie, de voir quelle est l'énergie totale dans toutes ces particules. Donc, avec un tout petit peu de détail, vous avez ici tout le zoo de particules qui se fait quand une particule primaire en haut à gauche là rentre sur un noyau dans l'atmosphère. Donc vous avez donc des pions, des plus qui redécroissent. Il y a des kaons, il y a des pi zéros qui font de la lumière, des photons. Quand ils décroissent, le photon peut faire un électron et un positron. Donc, tout ça, c'est les flèches bleues. Là, c'est des électrons-positrons. Ça, c'est la partie électromagnétique de la gerbe. Là, c'est la partie hadronique de la gerbe avec les muons qui arrivent jusqu'au niveau du sol. Donc, il y a un effet qu'on peut voir, c'est cette fluorescence, cette lumière comme dans les tubes néons, avec un télescope ici qui va voir cette gerbe se développer. Là, c'est un peu exagéré l'extension, parce que c'est plutôt un tunnel. C'est tellement relativiste, c'est tellement rapide ces particules secondaires qu'ils sont toujours dirigés vers l'avant. Donc on a vraiment une image comme une météorite qui rentre, mais pas avec quelques dizaines de kilomètres par seconde initialement, mais avec quasiment la vitesse de la lumière. Si vous avez 10 puissance 20 électronvolts, vous êtes un proton, ça veut dire que vous êtes essentiellement à la vitesse de la lumière, à un petit epsilon près. Donc ça se développe d'un coup, pas comme une météorite. Donc ça, on peut le voir, et après, il y a surtout les muons, les neutrinos, les muons, qui vont arriver jusqu'au niveau du sol et vont pouvoir être détectés par des réservoirs. Donc la partie des détecteurs ici de fluorescence, voilà, c'est pas des poubelles ici, c'est des télescopes qui ne sont pas énormément performants en résolution angulaire, parce que ces gerbes sont tout de même pas si fins. Il y a un banc de photomultiplicateurs et en dessous le miroir. Et puis, c'est sur un monticule ici, dans le Utah, ça s'appelle Fly's Eye, œil de mouche, et ça surveille donc une grande partie du ciel. Après, il y a aujourd'hui des détecteurs modernes comme l'observatoire Pierre-Auger dans la Pampa Maria en Argentine, qui ont des détecteurs de fluorescence combinés avec des détecteurs de surface qui voient les muons quand ils passent effectivement in situ par les petits détecteurs. Bon, ils ne sont pas si petits que ça, regardez-les. Donc ça, c'est les détecteurs qu'on remplit avec de l'eau, ils ont un panneau solaire pour l'alimentation, un GPS, bien sûr des photomultiplicateurs dedans. Et on les amène dans la pampa, et puis ils sont là, entre les vaches, et ils mesurent. Encore une façon de faire
de l'astronomie dans un terrain agricole, astronomie-gastronomie. Et un des résultats là, de septembre dernier, c'était cette anisotropie de Auger. Ça représente presque 14 années de données. Vous voyez qu'il y a un peu plus de flux de cette partie-là de l'hémisphère que l'autre. On parle donc d'une anisotropie bipolaire. Étonnant parce que leurs concurrents dans l'hémisphère nord, c'est pas tout à fait le même ciel, mais eux ils débordent dans l'hémisphère nord, et le TA, le télescope pareil dans l'hémisphère nord, ici dans le désert de Utah, une idée de l'extension de cette matrice de détecteurs, là c'est peut-être 30 fois 40 km, et Auger c'est encore plus grand, c'est 3000 km² de détecteurs de surface. Là, vous en avez un de ces détecteurs de surface. Là, c'est pas de l'eau, c'est des scintillateurs. Et leur carte de l'hémisphère nord, une petite partie de l'hémisphère sud, montre ceci. Donc, ça semble pas être tellement compatible pour le moment. Le problème, c'est, vous l'avez bien compris, qu'il y a très peu d'événements. On a compris que là-bas, dans cette cheville ici, il y a une particule par siècle, par kilomètre carré. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de temps, ou alors beaucoup de surface. Et ça, c'est l'aventure dans laquelle je me suis engagé moi-même, de détecter les rayons cosmiques de ultra haute énergie depuis l'espace, depuis la station spatiale si possible, avec un grand télescope qui voit ces flashs de lumière, ces sortes de météorites presque à la vitesse de la lumière, rentrer dans l'atmosphère, mais avec du recul. Si vous êtes au sol, vous n'avez que 10 km, 20 km d'atmosphère au-dessus de vous, donc il faut effectivement couvrir beaucoup de kilomètres carrés pour avoir une belle exposition, une belle acceptance. Si vous êtes dans l'espace, vous pouvez vous permettre de voir une énorme surface, on espère, avec ESO, Extreme Universe Space Observatory, on espère de faire 1 million de kilomètres carrés depuis le haut. Et là, bien sûr, ça va tomber. Le problème, aucune agence spatiale va vous payer tout de suite un truc comme ça. Ils vont vous dire, ouais, est-ce que vous avez déjà fait? Non, bien sûr, sinon, on ne peut pas. Est-ce que vous avez des précurseurs? Oui, on a au sol, on regarde vers le ciel. Oui, le ciel, on connaît, c'est bien noir, mais de la Terre, il y a plein de lumière, la bioluminescence, la civilisation, la météorologie, les orages. Est-ce que vous verrez quelque chose dans tout ce bazar? Des lucioles, avec cette sensibilité, oui. Et donc on a fait, et c'était ma contribution, quelque chose qui s'appelle ESO-ballon. Donc quelque chose avec un ballon qui est là au-dessus de l'atmosphère et qui fait aussi l'astronomie en regardant vers le bas. Ça, c'est marrant. C'est le principe de faire l'astronomie en regardant vers le bas, en utilisant l'atmosphère comme une pellicule, comme une émulsion, une épaisseur de 20 km. Okay, mais on va à 40 km en regardant bas. Donc on a construit ça, on l'a lancé, et on a mesuré le bruit de fond, qui est assez étonnant. Et surtout, on a, parce que, bien sûr, voilà, peut-être vite le télescope comme il était conçu, il y a des lentilles de Fresnel, des lentilles diffractives, il y a un banc de photomultiplicateurs, il n'y en a que 2000 pixels, pas énorme, mais ça fait quand même 400 000 images par seconde. C'est un peu plus impressionnant. Pour pouvoir suivre cette gerbe comme elle se développe dans l'atmosphère. On a fait le bruit de fond, on a compris, mais c'est pas si mal, sur les forêts du Canada, c'est idéal, il y a un fond qui est assez bas, les lucioles ne gênent pas. Et on aurait bien voulu avoir par contre une vraie gerbe, et là un peu embêté, parce qu'effectivement elles sont très très rares, vous savez, attendre un siècle pour avoir un sur 1 km², même si on couvrait presque 100 km², ça, c'était pas imaginable. Donc ce qu'on a fait, on a fait voler un hélico qui lui avait un laser à bord et qui zappait au-dessous, là, lui il était à 3 km, nous on a 40,
et il nous appelle des faisceaux en dessous. Et regardez ce que ça donne, c'est très marrant. Donc là, vous avez l'image de notre caméra, l'hélico est quelque part là, vous voyez, paf, il est parti. Ça, c'est un faisceau de nanosecondes, picosecondes, pardon, de laser. C'est un tout petit faisceau laser qui part à la vitesse de la lumière. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, on l'a fait, on peut calculer la vitesse, mesurer la vitesse de la lumière. Donc, la manip est là-haut, 40 km, l'hélico à 3, il shoot des lasers, voilà, ça va se répéter, tchac. Donc ça a été assez marrant. Ce qui semble être un peu plus marrant, qu'après une nuit d'observation avec plein de succès, on fait une vingtaine de publics sur ça, c'est voilà, on s'est retrouvés. Dans le seul lac, à des kilomètres et des kilomètres. Chacun qui a déjà fait tomber son iPhone, après une soirée bien arrosée, dans une cuvette par exemple, il sait que c'est foutu. Bon, les nouveaux, il paraît que c'est mieux. Bon, nous, heureusement, on voulait faire voler cet détecteur à terre au-dessus de l'océan. Donc dès le début, on l'avait planifié avec des lentilles de Fresnel comme hublot, et donc on avait tout préparé pour une éventuelle marinisation, pour un vol plus tard. Donc c'était totalement voulu qu'un jour ça irait dans l'eau, seulement au Canada, c'était pas prévu. Donc ça c'est la simulation, un petit signe de genre, et ça c'était comme c'était vraiment. Donc ça a complètement survécu. Donc là la récup, les trappeurs d'abord dû aller avec un canoë, ils ne se sont pas attendus. Et puis on s'est effectivement rendu compte, grâce à ces lentilles de Fresnel, que c'était trompé par splashdown au moment de l'impact, mais l'électronique n'a pris rien du tout. Et donc ce succès, on a même eu, pas la couverture du Rolling Stone, mais tout de même un article dans Scientific American qui nous a illustré notre petit exploit. Donc on était assez contents, et vous voyez des fois, en passant, je ne vais pas tout dire, tous les échecs qu'on a eus en passant, mais j'ai une phrase là qui s'applique très bien pour l'astronomie en ballon de Winston Churchill. Le succès est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est à peu près ce qu'on a fait. Bon, maintenant je vous ai parlé essentiellement de ce spectre et surtout de la partie extrême du spectre, mais on va aussi se demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, la plupart des protons, d'accord, mais la composition du rayonnement cosmique, ça c'est bien sûr toute une autre affaire, et ça c'est surtout fait par les détecteurs qui sont au-dessus de l'atmosphère, qui ont plus facilement accès à la composition. On peut aussi le faire avec le Sharamax depuis le sol, mais c'est moins concluant. Du coup, quand on le fait depuis l'espace avec les détecteurs, eh bien, on prend plutôt les basses énergies, là où il y en a beaucoup, dans le spectre. C'est évident que ici, on ne peut pas s'attendre à avoir des machins qui arrivent une fois par siècle kilomètre carré. On prend ceux qui sont dans cette bande-là, parce qu'on a peut-être moins qu'un mètre carré d'acceptance. Donc on va voyager dans l'espace pour les détecter. Et voilà quelques résultats. Vous avez le spectre que je viens de vous montrer pour les protons essentiellement, mais il y a aussi des particules d'alpha, c'est-à-dire de l'hélium, des noyaux d'hélium, des noyaux de carbone, d'oxygène, néon, magnésium, silicium. Tout le tralala est là, jusqu'au fer. Et quand on compare, ça c'est en fonction de l'énergie, et quand on regarde juste les abondances et on les compare avec celles du système solaire, ici en rouge, là c'est le nombre atomique, ça c'est le nombre relatif par rapport au carbone qui est fixé arbitrairement à 100%. Bien sûr, il n'y a presque que de l'hydrogène, des protons dans l'univers et dans le rayonnement cosmique. Ça c'est rassurant. L'hélium c'est encore assez pareil. Après, ce qui est frappant, que le lithium beryllium bore, qui est la chair à canon des étoiles, qui donc est détruit dans les étoiles,
transformer dans les éléments plus lourds. Mais ça existe en assez belle abondance, comparable au carbone, azote, oxygène, dans le rayonnement cosmique. Donc ça peut être refabriqué dans le rayonnement cosmique. C'est intéressant, donc vous avez presque tout, vous avez même le zigzag là, de pair et impair, que vous trouvez aussi dans le système solaire. Donc ça, c'est la composition élémentaire, les éléments chimiques. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'ensuite, on trouve, et là-haut, et même au sol, on peut trouver des particules élémentaires. On a trouvé sur le Pictumidie le pion, en 1947. Là, c'est une particule du rayonnement cosmique qui produit une collision élastique dans une émulsion photographique très fine. Ça correspond à même pas un millimètre, tout ça. Et il fait ici une étoile, un star. Et cette particule-là qui remonte, qui fait après un autre star, ça c'est le pion. C'est une particule qui a été trouvée dans le rayonnement cosmique avant l'avènement des accélérateurs. Quand on regarde, il y en a plein de particules. Bon, l'électron, le proton et le neutron ont été trouvés au labo, mais l'antiélectron, le positron, le muon, les pions, les chaos, et tout ce zoo-là a été trouvé dans le rayonnement cosmique. Et après, sont arrivés les accélérateurs. Bien sûr, après, c'est passé dans une physique d'accélérateur. Dans le temps qui me reste, je voudrais maintenant passer sur la détection de l'antimatière. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle le positron. Bien sûr, il est trouvé dans le rayonnement cosmique. Donc on va prendre ça pour discuter un peu qu'est-ce que ces détecteurs de rayonnement cosmique peuvent nous raconter sur l'antimatière. Donc il y a différentes façons de détecter déjà les positrons. C'est de la matière leptonique, des légers, 2000 fois plus légers que le proton. Donc un proton qui est accéléré dans une supernova, grande vitesse, elle peut faire donc quelque part dans le milieu interstellaire une collision, un peu comme ça se passe dans l'atmosphère, et donc il y a tout ce bazar, la gerbe hadronique, la gerbe électromagnétique qui est créée, et donc il y a des positrons qui peuvent être créés, et ces positrons ils peuvent voyager. Leur problème, ils sont complètement perturbés par les champs magnétiques parce qu'ils sont très légers, et quand ils arrivent chez nous, bien sûr, ils vont nous raconter leur message, mais ils ont perdu la mémoire d'où ils sont venus. C'est peut-être un peu mieux quand il s'anime. Ce positron peut aussi être créé, par exemple, dans la radioactivité de cette même supernova, donc du sodium 22 qui décroît, qui fait un positron et qui peut se balader, ou même un de haute énergie qui s'est calmé entre-temps. S'il est relativement tranquille, il peut épouser un électron. S'il zappe comme un taré, c'est les électrons libres, ils ne se marient pas. C'est connu. Après, certains se calment un peu et plus tard, ils se marient. Donc celui-là s'est marié, mais ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques picosecondes parce que ça s'annule. Un électron et un positron, E égale mc carré, ça fait que du E lumineux, ça fait 2 photons de 511 kV. C'est une longueur d'onde. Et cette lumière va maintenant voyager dans 2 côtés opposés, et si nous plaçons notre détecteur au bon endroit, nous le voyons. Donc ça, c'est les 2 manières de détecter. D'abord, regardez d'abord la détection directe, c'est-à-dire que les positrons arrivent directement chez vous. Si je compare le nombre d'électrons au nombre de positrons, il y a une surprise. Normalement, c'est à peu près 10%. D'abord, on croyait que c'était juste 10%, mais en remontant le spectre énergétique, pour certains qui ont une dizaine, voire quelques dizaines de gigaélectronvolts d'énergie cinétique, ils font pas ce qu'on attendrait. Plus que ça monte, plus que ça devient improbable de produire dans le milieu interstellaire. La prédiction, c'est cette ligne ocre là. Et 3 générations d'instruments maintenant nous montrent clairement que ce n'est pas du tout comme ça. Ça s'appelle l'anomalie des positrons.
au lieu de rester autour de 10%, ce qu'on aurait attendu, et de décroître avec l'énergie, ça monte même au-delà de 10% pour la fraction de positrons sur électrons et positrons. Ça, c'est le problème de l'anomalie de la fraction des positrons détectée directement. Si vous ne comprenez pas, aucun problème, nous non plus. Bien sûr, quand on ne comprend pas, les malins lèvent tout de suite la main. Matière noire. C'est toujours le premier truc. Avant de chercher devant sa porte, on dit d'abord matière noire. Bien sûr, matière noire, c'est Ben Gurion. Ça, tout est dit. Mais non, on a quand même regardé un peu plus en détail et on se rend compte que les pulsars pourraient très bien le faire et les supernovas. Bon, sauf c'est un peu moins sexy, donc les gens étaient un peu moins contents, les expérimentateurs, quand on leur a dit maintenant on peut le faire comme ça. Quand tu entends ici dans le Gers, tu entends des clapots, des sabots dans la rue. Est-ce que tu penses zèbre ou est-ce que tu penses cheval? De ça. Nous, on leur dit, on peut le faire avec des supernovae. Je dis, mais nous, on veut la matière noire. Petit prix Nobel. Allez, non. Peut-être pas, mais on ne sait pas trop. Et donc, certainement, ça continue. Mais avant, je vais vous montrer maintenant l'autre côté du graphe, la détection indirecte, où l'électron et le positron s'annihilent. Le positron n'arrive donc pas à la Terre, mais sa trace, qui est une signature totalement qu'on ne peut pas confondre. Et ça, c'est dans notre labo qu'on a fait cette carte, grâce aux données de l'expérience SPI sur le télescope gamma intégral, ici en bas. Donc ça, c'est le ciel, la Voie lactée dans l'équateur, ici, et le centre galactique au milieu. Ça, c'est le ciel vu dans la lumière d'annihilation électron-positron. Donc c'est le ciel d'annihilation. À peu près 10 puissance 43 photons qui s'annihilent chaque seconde dans la région du centre galactique. Le problème ici, c'est tout autre. On ne sait pas ce que c'est, d'accord, mais il y a beaucoup trop de sources qui peuvent faire des positrons. Bien sûr, des malins tout de suite aussi dit matière noire, bien sûr. Mais bon, ça c'est vraiment exagéré, parce que même les supernovas, les microquasars, ils peuvent surproduire. Donc, deux visions d'artistes. Ici, un trou noir qui accrète, qui produit des autres énergies. Ici, en accrétant, c'est un accélérateur cosmique. Quand la lumière passe à travers la matière ici et passe proche du noyau, ça peut spontanément faire des électrons et des positrons. Un effet qui est connu sous le nom de production de paires, qu'on a tout le temps dans l'atmosphère. Quand le rayonnement cosmique tape sur l'atmosphère, c'est super bien connu. C'est ça qui nous a fait découvrir d'ailleurs les positrons. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire. Et encore plus simple, c'est la nucléosynthèse quand une supernova explose et ensemence de l'univers de tous ces éléments fraîchement produits. Il y a tout naturellement aussi des éléments radioactifs. Le cobalt, nickel, fer, ça émet des particules radioactives, entre autres des positrons. Si ces positrons peuvent s'échapper du nuage qui initialement est encore un peu dense, même si une petite fraction peut s'échapper, on peut largement expliquer cette image-là. Donc on a, malheureusement peut-être, parce que moi aussi je serais bien associé quelqu'un qui va à Stockholm, mais malheureusement on peut faire avec la cuisine galactique standard. Venons maintenant à un truc assez excitant pour moi. C'est l'antimatière baryonique. Ce n'est pas l'électron qui coûte pas cher pour produire. Bien sûr, une collision, de faire 2 fois la masse de l'électron, 2 fois 500 kV, ça coûte pas cher, c'est pas massif. Si vous voulez faire un proton, il faut 2000 fois plus d'énergie. C'est pas gratos. Pourtant, nous savons que ces accélérateurs de particules, qui sont les supernovas, peuvent fournir suffisamment d'énergie pour produire des antiprotons que nous détectons au sol. Et puis, l'espoir, bien sûr, c'est aussi qu'il y a de l'antimatière, peut-être quelque part dans l'univers lointain, l'antimatière
des îles d'antimatière qui pourraient peut-être pas nous envoyer des protons ou des antiparticules en général, mais au moins rencontrer quelque part sur une interface de la matière. Et après, grand flash, E égale mc carré, et la lumière, nous la recueillons quelque part à 79, et c'est ça le grand espoir, de trouver des îlots d'antimatière, parce que certains de vous ont déjà entendu, je crois que Eric a fait une conférence il n'y a pas si longtemps sur ça, que dans le Big Bang, des quantités égales de matière et d'antimatière sont créées. Quand le Seigneur dit E égale mc carré, il y a autant de M que de anti-M. Matière, antimatière. Il y a une symétrie comme les deux mains que vous avez, et une très grande partie, presque tout, va s'annihiler dans les premiers instants de l'univers, bien avant le découplage, 380 000 ans, dans les premiers instants. Ces particules et antiparticules vont s'annihiler dans une grande bataille, et un petit reste, c'est nous, qui reste dans le type de fraction, c'est dans le milliardième qui survit et qui fait tout un univers, qui brille de mille feux. C'est impressionnant. Et si nous survivons, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part aussi un anti-univers qui a survécu? Ou des anti-galaxies, des anti-étoiles, des anti-lunes? Bon, on sait que notre lune ne peut pas être une anti-lune. Alors, Armstrong n'aurait pas fait un second pas. Ce qui est un peu malheureux, toute particule a son antiparticule, même le photon, mais c'est son propre antiparticule. Le photon ne vous dit pas s'il vient de la masse de la matière normale ou de l'antimatière. Donc vous pouvez regarder un astre quelque part et dire « joli, j'y vais », mais il pourrait être en antimatière. Petit problème, on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu cette partie-là du jeu, la détection indirecte, c'est mon domaine. Je suis ça. On a eu Georg Weidenskollner qui a fait la meilleure limite supérieure sur cette lumière-là. Ça semble montrer que malheureusement, des mondes d'antimatière, non. Ça ne semble pas exister. Et c'est l'astronomie gamma, donc la détection indirecte, ensemble avec le fond diffus cosmologique, qui nous donne ce verdict. Ça ne veut pas dire que les gens qui font la détection directe, eux, ils ne voient pas d'antiprotons. On voit plein d'antiprotons. Voilà, les antiprotons, vous voyez, c'est quelques 2 10 puissance moins 4 des protons sont des antiprotons, donc il y a un 10 millième des protons, c'est des antiprotons. On les voit. Mais malheureusement, on peut les faire facilement dans le milieu interstellaire, ça se fait tout le temps. On les voit aussi dans les accélérateurs, on connaît ça très bien, on en fait plein dans le LHC, les antiprotons, on sait que ce n'est pas si difficile que ça, plus difficile qu'un positron, il faut juste 2000 fois plus d'énergie, mais on arrive. C'est d'ailleurs le secret de LHC, on fait collisionner les antiprotons avec les protons qui tournent dans le sens opposé, vu que l'antiproton est chargé négativement. Donc là, vous avez le spectre des antiprotons en énergie, et bien sûr, encore une fois, les gens de l'AMS, de ce détecteur sur la station spatiale, ont dit « Tiens, ça n'est pas possible d'expliquer avec des interactions de milieu interstellaire, il nous faut de la matière noire, du dark matter. » Bon, je ne veux pas faire toute l'histoire, mais bien sûr, il y a encore une fois un tollé d'astrophysiciens, ça c'est surtout les gens de physiciens des particules, qui ont dit « Mais non, sérieux, les gars. À chaque fois que vous ne comprenez pas, toujours tout de suite la matière noire. » Et je vous ai parlé toute la discussion, bien sûr, elle est vivante et contestée, mais aujourd'hui, le consensus de la communauté, c'est qu'on peut les fabriquer avec d'autres phénomènes que la matière noire. Maintenant, pour finir, je voudrais vous montrer un truc qui, je trouve, le plus excitant en ce moment, et ça date juste de 2 mois. Ça, c'est un événement candidat pour un anti-hélium 4. Donc ça, c'est le détecteur
sur AMS, sur la station spatiale, qui vous montre un tracé, c'est pas une gerbe, mais c'est le tracé de cette particule dans cette millefeuille qui est ce détecteur, avec des détecteurs magnétiques qui peuvent aussi détecter la charge et la masse. Donc la masse, ça veut dire qu'il y a 4 nucléons dedans, donc c'est un hélium. La charge électrique est 2. Mais attention, c'est pas plus 2, c'est moins 2. Il courbe comme un électron. Donc c'est un anti-hélium. Et là, c'est une bombe. C'est une bombe qui a l'âge de 2 mois. Mais si c'est vrai, l'anti-hélium est connu d'être impossible à fabriquer comme ça, aléatoire dans le milieu interstellaire. On a jusqu'alors, tout ce que j'ai vu, toute ma carrière d'astronome, c'est si jamais on trouvait un anti-hélium 4, ça pouvait juste venir de la nucléosynthèse d'une anti-étoile, d'une étoile faite d'antimatière. C'est trop compliqué de le faire comme ça, au fil des collisions, comme ça, dans le milieu interstellaire. La matière noire, banco, bien sûr, Pierre a raison. Il y a eu, avant ça, ils ont déjà annoncé 3 hélium, 3, 4 hélium 3, 2 neutrons, 2 protons, 1 neutron, qui n'est pas possible d'être. C'est pas de la nucléosynthèse stellaire. Et là, tout le monde a dit, comme tu dis Pierre, maintenant. Mais bon, là, je vous montre ici, c'est mon avant-dernier transparent. En anglais, c'est de synthé. Donc, c'est le chef de cette collaboration, et c'est un prix Nobel. Et lui a eu le privilège d'avoir cette manip faite sur la station spatiale. C'est peut-être la plus massive, la plus lourde des manips qu'on a envoyées. Il a fait donc le 24 mai un colloque au CERN, où il dit « Nous avons trouvé 2 événements d'anti-hélium 4 avec une probabilité de 3 10 puissance moins 3, que ça soit faux. » Donc à 99,97%, c'est juste. En physique, c'est pas encore béton. C'est un résultat 3 sigma. On ne jubile pas trop. Mais si ils en trouvent d'autres, et c'est ce qu'il dit là, s'ils continuent de prendre des données, ils vont augmenter cette probabilité et arriver à une signification de 5 sigma, ce qui est considéré béton. Donc après, il dit aussi le rapport hélium 3 hélium 4 est de 20%, 10-20%. Et ça, c'est pas du tout attendu. C'est un autre mystère, mais bon, cette manip nous a fait plein de mystères. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer qu'on a vraiment effectivement trouvé de l'antimatière dans l'univers, la vraie, des anti-galaxies, des choses comme ça, des anti-étoiles. Mais ce rêve, non, de 50 ans, pour certains, a trouvé un premier point positif. On va confirmer, mais si c'est vrai, vous allez en entendre parler. Donc avec ça, je voulais vous dire qu'on a donc, par ces rayonnements cosmiques, une astronomie d'antimatière. On a la détection directe, la détection indirecte de cette antimatière. Et puis surtout, et je reviens sur la première partie, on a parlé d'astronomie des particules, on est rentré dans l'ère où on arrive à avoir de tellement grands détecteurs au sol qu'on peut sélectionner les énergies les plus élevées qui vont tout droit dans du Delft et qui nous servent de vraiment faire de l'astronomie qui ne perdent pas la mémoire où ils sont venus. Donc on fait l'astronomie avec des particules. Donc ça, c'est les 2 messages que je voulais vous dire. Et ça, j'ai fini. Je me réjouis. À la suite, Canal 4 et 5 sont toujours effectivement à faire demain et après-demain. C'est de nouveau au centre culturel. Et puis si quelqu'un de vous, Pierre, tu as une bonne idée pour le Canal+, tu peux parler ça. Merci beaucoup.